Oui, j'ai fait mes études à Ixelles, Mhm. à l'école primaire numéro 3, qui est devenue depuis, si j'ai bien compris, l'Athénée Janssens, Royal Mhm. Janssens, oui. Et ensuite, j'ai fait mes humanités à l'Athénée d'Ixelles, donc D'accord. rue Jules Bouillon, voilà, au chevet de l'église Saint-Boniface. Lecteur déjà? Passionné de lecture? Oui, passionné de lecture, peut-être pas encore, mais lecteur, oui, parce que je lisais des ouvrages qui correspondaient en gros à ce qu'on aime quand on est un gamin. Hein. Mhm. C'est le romanesque, les Trois Mousquetaires, le Vicomte de Bragelonne, 20 ans après, Paul Féval, Lagardère, le D'accord, Bossu, oui. et ces choses-là. Et puis quelques poètes comme Rimbaud, Ah, tu t'intéresses Apollinaire. déjà un peu à la Je poésie, m'intéressais d'accord. déjà un peu à la poésie pour sa musicalité D'accord. essentiellement. C'était ce qui me... D'instinct ou bien poussé Ah par un non, professeur de non, français? d'instinct. D'instinct, d'accord. Et puis, en particulier à la fin de mes humanités, j'ai eu la chance d'avoir un professeur de français ici à Ixelles, dans cette classe qu'on appelle, c'est magnifique d'ailleurs comme terme, la classe de poésie. Mhm, c'est vrai. Je trouve que les noms qu'on donne en Belgique au nom à ces classes est très beau, poésie, rhétorique, Oui, oui, d'accord. c'est magnifique. Hein. Et donc j'avais un prof de français, monsieur Ougardi, pour ne pas le nommer, qui avait eu l'idée de nous faire lire. Mhm. Plutôt que de donner un cours de grammaire, d'orthographe, ou de syntaxe, ou que sais-je, il disait, écoutez, on va lire 2 ou 3 livres dans l'année, ensemble. Ceux que ça n'intéresse pas, je les autorise à faire leur devoir de latin, leur D'accord. devoir de flamand. D'accord. Mais ils nous fichent la paix. Mhm. Nous travaillons. Et c'est comme ça que j'ai eu mon premier contact avec Balzac, à Voilà. travers le Père Goriot. Voilà, c'est des ouvrages comme ça qui ont commencé à me donner... Mais enfin, le nom de un peu... Ougardi t'est resté, quoi. Ah oui, Ça. le nom du prof m'est Voilà, resté, ça, oui. Alors, il portait beau comme on portait à l'époque, le costume croisé, la pochette blanche. voilà, ah, oui, oui, Les enseignants avaient une allure oui, oui. extraordinaire, hein, des Rudolf Valentino. Tout à fait, oui, ça c'est vrai, c'est toute une époque. Oui, oui. Un prof de latin qui avait sa petite épingle de cravate. Et le choix des études par après, c'est orienté comment? C'est fait comment? Ah, le choix des études s'est fait de manière très chaotique. Je n'ai, j'ai eu envie de beaucoup de choses, j'en ai fait très peu. Oui, Mais le collège de pataphysique m'a beaucoup apporté. Mes études au collège de pataphysique ont été tout à fait remarquables. Voilà. développe. C'est-à-dire que le cours de dynamique anthropologique, dans le cadre bien évidemment de la pataphysique restreinte, m'a énormément convenu. Et donc j'ai vécu beaucoup d'expédients. Voilà. Ensuite, jusqu'à ce que, après avoir quitté la Belgique, hein, puisque je suis allé vivre en France, dans le Midi, là j'ai commencé effectivement à réfléchir sérieusement à ce que pouvait être mon avenir. Il y avait eu un service militaire? Il y a eu entre-temps un service militaire, oui, oui, j'ai fait mon service militaire en Allemagne. J'allais dire Dans quelle arme? Chez les cyclistes. Ah bon? Mais il n'y avait plus de Il n'y cyclistes. avait plus de cyclistes. Non, d'accord. ça s'appelait toujours le deuxième cycliste. Oui, oui. Ils étaient installés à Euskirchen. Et donc j'ai fait mon service là-bas 12 mois. Alors évidemment, quand j'ai été retenu pour mes 3 jours au petit château ici, à Bruxelles, qu'est-ce que vous voulez faire? Bon, comme je fais du théâtre, à l'époque je faisais pas mal de théâtre, je dis, bah écoutez, moi ça me plairait de rentrer dans le service welfare, ou une chose comme ça. Oui, très bien, vous irez en Allemagne. Voilà. Bon. Et en Allemagne, qu'est-ce que... Du théâtre, non, pas en service militaire. Non, pas du tout. J'ai rencontré des amis qui étaient comme moi, comme certains, avec qui je suis resté d'ailleurs ami, qui étaient comédiens. Et en Allemagne, bon, qu'est-ce que vous voulez
faire, pareil, je voudrais m'occuper de choses quand même plus éducatives. J'avais restreint mes ambitions, je dis bon, peut-être donner des cours pour la réalphabétisation des troupes, parce que c'est vrai que ça c'est une chose très intéressante lorsqu'on faisait son service militaire, c'est qu'on se rendait compte exactement de l'état d'analphabétisation de la population belge, parce que là on avait un échantillonnage. Voilà. Eh bien c'est très bien mon garçon, vous irez donc dans les éclaireurs. C'est une compagnie de 12 hommes, temps de survie en temps de guerre, 3 minutes. Oh, voilà. Bon, donc il fait que j'ai passé 12 mois de service militaire en Allemagne, dans la nature, dans les forêts allemandes. Mais je ne regrette rien, c'est fait. En contemplation de la nature. Oui, mais une contemplation quelquefois difficile. Difficile, d'accord. Bon, quand il fait moins 15. D'accord, c'est pas. Voilà. Oui, j'ai fait donc un service militaire en Belgique. C'est. Quand je suis revenu de mon service militaire, je ne suis pas parti directement en France. Je suis parti tardivement, je suis parti en 1976 en France. Donc j'avais 28 ans, quoi, tu vois. D'accord. Et là, il était temps que je réfléchisse quand même sérieusement à ce que j'allais faire. Et c'est comme ça que je suis entré en édition. Voilà. Je ne suis pas entré en religion, mais je suis entré en édition. D'accord, oui, d'accord. Grâce à un ami bruxellois d'ailleurs, qui avait à peu près mon âge et qui lui avait une formation journalistique et qui m'avait conseillé et orienté vers une piste de bibliophilie. Et donc j'ai rencontré, je me suis rendu à Paris, où j'ai rencontré un architecte qui était célèbre à l'époque, Fernand Pouillon, célèbre à plus d'un titre, d'une part parce que il avait fait beaucoup, il avait conçu beaucoup d'ouvrages d'art, de bâtiments et autres, tant en France qu'en Algérie aussi, où il était fort connu. Et quand je dis connu à plus d'un titre, c'est parce qu'il a aussi connu la prison à un moment, oui, pour banqueroute, frauduleuse, etc. Mais dans le cadre de ses activités, où il était en partie écrivain également, il avait monté une maison d'édition consacrée à la bibliophilie, et qui s'appelait le Jardin de Flore, situé place des Vosges. Et donc, je l'ai rencontré là, un homme tout à fait charmant, du reste, et qui m'a proposé donc de vendre un certain nombre de ses ouvrages, de son catalogue, et aussi des lithographies, des lithographies de planches de botanique, des lithographies d'artistes. Donc tu vas devoir prendre la route à ce moment-là, voilà, voyager. À ce moment-là, oui. Et donc, comme mon choix s'était fixé sur le sud-est de la France, puisque je vivais à ce moment-là, c'était mon premier lieu de résidence, au sud de Montpellier, entre Montpellier et Sète, sur la route RN 113, sur la route de Béziers. Je me suis trouvé affecté pour le Jardin de Flore dans cette région. Pouillon était ravi, il ne trouvait pas énormément de candidats, entre nous soit dit, pour vendre. Et entre-temps, tu faisais toujours du théâtre? Non, c'était fini. C'était fini, ça. C'était du passé, ça. C'était du passé. Oui. Il n'y avait pas une nostalgie qui existait? Bon, il y a toujours eu une nostalgie, mais, et des regrets, oui, bien sûr. Oui. Enfin, on vit avec... Non, mais enfin, en général, quand on monte sur les planches, on a toujours le plaisir de pouvoir bien sûr, faire son cocorico, de pouvoir se montrer, de pouvoir capter l'attention des gens. Oui, ça m'a tenu encore un temps. J'ai écrit d'ailleurs, quand j'étais dans le sud-est, 2 pièces qui ont été jouées à Montpellier, à Nîmes. Mais je n'ai jamais eu, si tu veux, un désir intense, inassouvi de l'écriture à cette époque-là.
d'une part, et d'un besoin de reconnaissance, parce que, bon, c'est vrai que le comédien a besoin d'être aimé, quoi. Hein, c'est la plupart en règle générale, c'est pour ça qu'on fait ce métier. En fait, tu étais happé par une vie active, voilà. Voilà. Donc ce besoin d'écrire, c'était passager. Et puis cette orientation de la bibliophilie, vers la bibliophilie, m'intéressait, si tu veux. C'est de la bibliophilie moderne, hein, entendons-nous bien. Hein, et j'ai fait donc ce boulot-là sur un nombre très impressionnant de départements. J'étais donc à l'époque non pas représentant, mais courtier, ce qui est un statut très particulier, le courtage. Le courtier, quand il se lève le matin, il doit subvenir à l'intégralité de ses besoins, c'est-à-dire ses charges sociales. Tout à fait, et donc, il gagne sa vie vraiment au jour le jour. Donc il faut savoir intéresser la personne chez qui on va proposer... Si un jour on ne vend pas en courtage, si un jour on ne vend pas un livre, on est dans une situation déjà difficile. C'est un métier qui est à la fois très formateur, mais très difficile. Très formateur parce que moi qui n'avais à l'époque absolument aucune connaissance des techniques de vente, je les acquérais sur le terrain. Voilà. Et j'ai travaillé donc pour le Jardin de Flore pendant une année. J'avais réussi à avoir une petite clientèle intéressante du côté de Marseille, en particulier avec des lithographies donc d'artistes célèbres, mais malgré tout, je gagnais très mal ma vie. Et tu vas prendre une autre voie à un moment donné. Alors pas tout de suite. Pas tout de suite. Je vais continuer dans la bibliophilie et je vais rentrer à l'Union latine d'édition et le Club du livre. Le Club du livre dont le président était Philippe Lebeau. Philippe Lebeau qui est devenu un éditeur, ce qu'il appelait lui la petite librairie par rapport à la bibliophilie. Il est l'éditeur des éditions Oxus, le président des fondateurs. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose. Absolument pas. Donc je découvre. Oui, qui édite d'ailleurs un auteur belge, Marc Alévy, notamment. Et donc, l'Union latine d'édition et le Club du livre, qui étaient deux maisons associées, l'Union latine étant plus ancienne que le Club du livre, qui lui était fondé en 1948, je crois, était situé également à Paris, rue Fortuny. On est déjà dans les années 80 là. Là, on est, non, en 78, 77, 17, 18, oui. Non, j'ai fait qu'un an chez Jardin de Flore. Et là, donc, je vais y passer 3 ans, sur un secteur beaucoup plus étendu, qui comprenait à la fois donc l'Hérault, tout le Languedoc-Roussillon, le Var, mais qui remontait jusqu'à l'Aveyron, enfin, ça faisait 17 ou 18 départements. Mais c'est usant comme métier. Ça me fait un peu penser... Et tu reviens en Belgique parfois à ce moment-là ou bien très peu. C'est oublié. À ce moment-là, très peu. D'accord. Plus tard, oui, je reviendrai plus souvent, mais à ce moment-là, très peu. Tu es sur les routes de France Je suis sur les routes de France et j'essaie de gagner ma croûte. Ce qui, dans le fond, m'empêche, d'une certaine manière, pour des raisons très, très existentielles, de dire je vais prendre, parce qu'à l'époque, bien sûr, il y a l'avion, mais enfin, c'est pas comme aujourd'hui. On prend davantage le train à cette époque-là. Et c'est une véritable épopée. Il faut une journée complète, tout à fait. Et presque une nuit, pour faire Montpellier-Bruxelles. Donc je ne reviens pas, non, je ne suis pratiquement pas revenu, sauf pour l'un ou l'autre deuil, dans des circonstances tristes. Et je suis resté donc 3 ans, au Club du Livre, mais là encore une fois, c'est très formateur en termes de technique de vente, parce que c'est le pied dans la porte. Si ça passe pas par la porte, on reviendra par la fenêtre. J'ai eu des actes de vente assez étonnants dans un bloc opératoire sur la table d'opération. Ah oui, ça m'est arrivé une fois. C'est très étrange. Le chirurgien dit écoutez, j'ai pas beaucoup de temps à vous consacrer. Mais venez. Et on rentre dans le bloc. Incroyable. Un grossiste en céréales assez fortuné a
à Marignane, l'aéroport de Marseille, qui me dit, écoutez, venez avec moi. Et il m'a fait rentrer dans une dépendance de ces bâtiments, qui était une chambre forte. Ah bon? Alors, avec une porte blindée, épaisse de 40-50 cm. Bon, je suis entré là-dedans, il y avait 2 chaises, il m'a dit asseyez-vous, et fermé, il y avait des bouquins, surtout, partout. Voilà. Il dit je garde, l'ouvrage de bibliophilie, c'est terriblement précieux. Regardez ici. Bon, qu'avez-vous à me proposer? Mais en même temps, c'était un métier qui était la bibliophilie. À cette époque-là, je suis tombé dans une mauvaise période. C'était une période où le marché déclinait fortement. Pourquoi? Parce que la clientèle qui achetait depuis des années était une clientèle ciblée mais vieillissante. Beaucoup de veuves, monsieur était collectionneur mais était décédé, en règle générale, pratiquement toujours d'ailleurs, des gens qui exerçaient des professions libérales essentiellement, voire des cadres supérieurs, mais surtout des professions libérales, qui pharmaciens, qui médecins, qui avocats, qui notaires, etc. Et il restait essentiellement les veuves. Pour certaines, elles étaient bien contentes de ne plus devoir voir des bouquins de bibliophilie rentrer chez elles, et d'autres cultivaient la mémoire de leur époux, et donc voulaient encore de temps en temps acheter un livre. Par ailleurs, en termes de prospection en direction plus exactement d'une clientèle plus jeune qui aurait pu prendre le relais, c'était très difficile parce que nous sommes à la fin des années 70, donc début des années 80, et il y a une modification du paysage des loisirs et de la culture. Si 10 ans plus tôt, le livre marchait, en particulier le livre de bibliophilie, le livre pour collectionneurs marchait bien, début des années 80, il est concurrencé par l'arrivée d'une série de nouveaux modèles de loisirs, comme le magnétoscope, qui mobilise beaucoup de temps, qui prend beaucoup de temps, le nombre de chaînes sur les télévisions qui explose. Dans le domaine sportif, ça n'a rien à voir avec le livre, mais c'est quand même un concurrent. La planche à voile. Oui, tout ça, tous les sports extérieurs. Le surf, donc. Tous les loisirs explosent. Tous les loisirs explosent. Je ne veux pas dire de manière exponentielle, mais de manière en tout cas arithmétique. Tout le monde va louer des cassettes, etc. Voilà. Et donc, pendant qu'on loue des cassettes et surtout qu'on les regarde, ce qui, en termes de gestuelle, est plus vite fait, est plus facile à faire d'introduire une cassette dans un magnétoscope que d'ouvrir un livre et de conserver son attention pour le livre. Donc vous vous rendez compte qu'il va falloir trouver autre chose. Eh bien, je me rends compte que je dois faire autre chose. Voilà. Et c'est comme ça qu'une opportunité s'est faite jour, qui était une petite annonce dans le journal Le Monde. Ah, donc par annonce, c'est pas par relation que ça se fait. Par annonce, là. Ah bon? Oui. Une maison d'édition qui s'appelle Atier, qui cherche des représentants. Alors, ils en cherchaient 3. L'un pour la région parisienne, c'est-à-dire toute la couronne, les départements en couronne, donc 78, le 9-3, le 9-4 comme on dit aujourd'hui. Et tu choisis quelle région? Il y avait également la Bretagne, c'était intéressant la Bretagne, mais il y avait surtout le Nord-Pas-de-Calais. Et là, j'ai eu envie, d'une certaine manière, de revenir en Belgique sans revenir en Belgique. Oui, je vois. Un rapprochement. Voilà, à tel point que lorsque j'ai pris ma voiture, je suis remonté puisque ça s'est fait, je suis rentré chez Atier. Et quand ça s'est fait, je suis arrivé à Lille, j'ai cru que j'avais déjà franchi la frontière. Ah, d'accord. Il y avait une telle similitude. Donc c'est le contact avec les librairies alors maintenant. Et alors là, je devais apprendre un nouveau métier. C'est parce que j'avais fait d'ailleurs de la bibliophilie et que j'avais exercé le métier de courtier. Le directeur de la diffusion d'Atier m'avait entre autres embauché. Voilà, parce qu'il y avait il m'avait dit, terrain avant. Il m'avait dit pour faire un boulot pareil, 4 ans
à pousser des portes. Voilà, oui, d'accord. Dit, bon, maintenant vous allez faire autre chose. Et effectivement, pousser la porte d'une librairie, c'est plus du tout la même chose. C'est plus du tout la même chose. Non, mais c'est autre chose. Mais c'est autre chose. Il n'y a pas de comparaison possible, bien évidemment. Et donc, je suis resté de nombreuses années comme représentant. En plus, je succédais au directeur de la diffusion qui venait d'être nommé et qui était un cadre dans son domaine, le même qui m'avait donc embauché. Et c'était un très gros chiffre d'affaires parce qu'il y avait un monument de la librairie auquel j'allais m'affronter qui s'appelle le Furet du Nord. Paul Calins n'était plus le fondateur du Furet du Nord, était à la retraite et c'était son gendre, Constantin Hérodiades, dit Kostia, qui dirigeait le Furet du Nord. Je ne sais pas si tu vois l'origine du nom Furet du Nord. Absolument pas. Le Furet du Nord, à l'origine, c'est une petite boutique dans une rue voisine de la place du Général de Gaulle où se trouve le mastodonte. Une petite boutique où il y avait un fourreur qui s'appelait le Furet du Nord. Et Paul Calins, avec son frère Jean, avait racheté cette petite boutique pour faire une petite librairie. Puis petit à petit, ils ont racheté tout ce qu'il y avait autour. Et il a conservé le nom de Furet du Furet du Nord. Voilà. Alors évidemment, c'était une époque, parce que Hatier, chez Hatier, il y avait deux dispositifs commerciaux, entre guillemets. Un vrai dispositif commercial de représentants qui visitent les librairies, et aussi ce qui était un ennemi mortel pour le libraire, c'était les grandes surfaces, les GMS, les grandes et moyennes surfaces, les hypermarchés, etc. Et à cette époque-là, on voyait surgir tous les 4 jeudis un nouvel Auchan, un nouveau Carrefour, un nouveau Mammouth, etc. Les Docs de France, tous ces trucs-là. Bon, ça sortait de partout. Et il y avait un deuxième réseau chez Hatier qu'on appelait les délégués pédagogiques, qui étaient chargés de visiter les établissements scolaires et de vendre les ouvrages scolaires, pour qu'ils soient prescrits et qu'ils soient commandés par les mairies ou par les établissements scolaires auprès de libraires spécialisés dans le scolaire. Nous, ce qu'on appelait, pour qu'il y ait un équilibre, on ne nous appelait pas des représentants, mais des délégués commerciaux. Délégués commerciaux, délégués pédagogiques. C'est un jeu de mots. Oui, c'est pour ne pas heurter la sensibilité des uns et des autres. Voilà, donc nous visitions les librairies, dont le Furet du Nord. À l'époque, il n'y avait qu'un seul, moi quand j'ai commencé, il n'y en avait qu'un seul à Lille. Et on leur proposait tout ce qui concerne le parascolaire. Le Becherel n'est pas du scolaire, c'est du parascolaire. Le Becherel qui a fait vivre la maison Hatier pendant 150 ans. C'est le filon, quoi. Ensuite, il y a eu d'autres Becherel qui sont arrivés, même des Becherel en allemand, en espagnol, etc. Et toutes ces collections qui comportaient des cahiers de devoirs de vacances. Voilà. Là, j'ai eu donc une activité très parascolaire, mais c'est pas inintéressant, c'est autre chose. Très éloigné, bien évidemment, donc, et même totalement éloigné, pratiquement, de la littérature. Et quand même un certain nombre de collections jeunesse, parce que la jeunesse est forcément relativement proche du scolaire et du parascolaire, à travers les éditions Didier. Les bibliothèques de l'amitié, la collection Cascade, etc. Et Didier était une maison qui appartenait à Hatier. Je crois d'ailleurs qu'en Belgique, on appelle la maison, on ne parle pas d'Hatier, on parle de Didier Hatier. Voilà, je crois que c'est comme ça qu'on le dit. Et ceci dit, il y avait également une troisième maison qui appartient toujours, d'ailleurs je crois, aux éditions Hatier, qui est les éditions Fouché, qui a une orientation très comptable, c'est les plans comptables, toutes ces choses-là. Et le flirt avec Didier Hatier va durer combien de temps? Le travail chez eux? Moi? Oui.
Je dis le flirt parce que bon, je présume qu'on aime bien, il y a une passion. Alors là, oui, moi ça me passionnait de vendre. Mais il y a une opportunité qui va se présenter un jour. Oui, voilà, il y a un moment où une opportunité va se présenter, à savoir qu'ils ont pensé à la direction de la diffusion que je ne devais pas être trop mauvais quand même. Et donc on m'a proposé de prendre un peu de galon et de devenir, c'était une création de poste. Ils créaient 2 postes de chef de vente. Et ils avaient divisé la France en 2, mais dans une diagonale partant de Strasbourg et se terminant à Biarritz. Donc alors pour des raisons essentiellement de chiffre d'affaires. Donc tu vas devoir bouger dans ta vie là. Voilà. Alors là, il n'est plus question de rester à Lille. Voilà. On me propose en plus la zone sud et non pas la zone nord. Évidemment. La zone nord est plus petite que la zone sud, mais elle pèse beaucoup plus lourd en raison de Paris et en concentration et de la concentration. Voilà. Et donc on me propose la zone sud. Et on me dit, écoutez, Christian, ce serait bien que vous alliez vous installer à Lyon. Vous seriez plus ou moins à l'épicentre de votre secteur. Je n'avais absolument pas du tout envie d'aller à Lyon. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, comme il y avait des réunions des chefs de vente tous les lundis à Paris, je dis, c'est idiot, je dis, avec les moyens de communication dont nous disposons aujourd'hui, c'était l'époque où il y avait encore des lignes aériennes internes, hein, il y avait Air Inter, il y avait la CAL, Air Pyrénées, je ne sais pas quoi, enfin il y avait 36 000 compagnies d'aviation interne. Je dis non, je ne veux pas prendre l'avion tous les lundis pour venir aux réunions. Le mieux, parce que ça ne change rien, je dis en termes de navigation et de déplacement, le mieux c'est que je vive à Paris. Voilà. Gérard Perrotin, qui était mon directeur de la diffusion, me dit, écoute, bon, tout bien réfléchi, c'est pas idiot, si tu veux, tu resteras à Paris. Et moi, je préférais, et bien évidemment, vivre à Paris plutôt qu'à Lyon, encore que Lyon soit une très belle ville, très sympathique, très agréable. Mais Paris est décentré par rapport au territoire que tu as travaillé. Oui, bien sûr. Oui, il n'est même pas sur le secteur. Il n'est même pas sur le secteur. Mais comme de toute façon, que je fusse à Lyon ou à Paris, il eût été indispensable que je prenne l'avion ou le train. C'est très belge, ça. Ça change rien. Ouais. Oui, ça a un côté. C'est très belge. La communauté flamande qui a ces bâtiments en communauté bruxelloise, hors territoire. Tout à fait. Tu as ton QG hors territoire. Oui. Mais sur un plan pragmatique, ça ne change strictement rien. En termes de frais, si j'ose dire, de déplacement, en termes de coûts généraux, de frais liés à la fonction, que je sois à Paris ou que je sois à Lyon, pour Attier, et alors ça va se passer comment ce nouveau job? Rien. Alors là, donc c'est la responsabilité d'une équipe de vente. Voilà. Combien? 22 représentants. C'est mixte déjà? Ah oui, on n'est plus à la TNXL. Non, d'accord. Et au collège du au lycée du Parnasse. Non, on a donc une équipe mixte. C'est une équipe mixte, oui. Oui, avec des représentants évidemment qui étaient là bien avant moi d'ailleurs, des anciens, des nouveaux, voilà. Et donc ça consiste à énormément se déplacer, à aider en réalité. C'est une aide à la vente, c'est un adjuvant, le chef des ventes est un adjuvant à la vente, un adjuvant pour le représentant, de façon à ce que son efficacité soit accrue. Voilà. Et ça permet aussi d'avoir un certain nombre, d'entretenir un tissu relationnel avec un certain nombre de libraires qui ne voient que le représentant, et de voir quelqu'un qui vient de Paris justement, qui vient de la maison. Et donc, on est un peu une sorte de... Et comment se font les relations avec les autres maisons d'édition? Parce que malgré tout, tu as ton produit. Oui. Il y a d'autres produits, il y a d'autres maisons d'édition qui sont peut-être concurrentes ou pas concurrentes. Oui, bien sûr. Comment ça se passe? Oui, en règle générale, ça se passe
ça se passe très bien, j'ai envie de dire. Les concurrents d'Atier dans le champ du parascolaire, c'est qui? C'est Magnard, c'est Nathan, c'est Bordas. Bon, en plus, Atier a créé un certain nombre de produits qui ont été repris. C'est Belin aussi, je l'oubliais, je cherchais le quatrième. C'est Belin a créé certaines lignes de produits, parce qu'on parle quand même de produits à ce stade-là, qui ont été repris par les autres. Je pense par exemple aux Annales du bac. Les Annales du bac, donc ce sont les épreuves qui vont être présentées. Alors il y a des Annales du bac philo, du bac français, il y en a dans toutes les disciplines. C'est Atier qui a inventé ce concept. C'est Atier qui a inventé le concept de corriger du bac, etc. Et donc, globalement, avec les autres maisons d'édition, nous sommes en concurrence, bien entendu. Mais tout ça se fait avec beaucoup de sympathie et de respect. Dans la mesure où, prenons un exemple, le Becherel. Becherel, c'est le numéro 1, évidemment, sur le marché. Certains grands auteurs, je pense par ailleurs à un auteur que j'aime énormément, qui est Raymond Roussel, qui a dû écrire 4 livres, je crois, dans sa vie, Impression d'Afrique, etc., bon, qui ne se séparait jamais de son Becherel. Le grand concurrent du Becherel, c'est le Bled, chez Hachette. La chose était admise. Hachette savait que le Bled était numéro 2, pas loin, derrière le Becherel. Et pour parler vulgairement... Tu viens de citer Hachette pour la première fois dans la conversation. Oui. Pour parler vulgairement, oui, c'est peut-être prémonitoire à la suite. Voilà. Mais le Bled, effectivement, respectait la position de numéro 1, même si on passait notre temps, nous, chez Atier, à être vigilants, ne pas perdre de place, à proposer des marchés intéressants pour les libraires, et le Bled a essayé de nous tirer, on se tirait la bourre, quoi, essayer de nous concurrencer, mais tout ça se passait très bien. Ça va durer combien d'années, ça? Oh, ça va durer jusqu'en 88, 89, quelque chose comme ça. Et qu'est-ce qui se passe pour changer? Ah, alors, ce qui se passe là, c'est que je suis victime, entre guillemets, d'un chasseur de tête. Donc je suis chef des ventes à ce moment-là chez Atier, boulevard Raspail, et un jour, un chasseur de tête me contacte par téléphone à mon domicile. Je vivais à l'époque dans le 12e arrondissement, qui est mon quartier, qui est mon village. Chaque fois que j'ai déménagé, d'ailleurs, je suis resté dans le 12e. Port de Vincennes, tout ça, c'est mes lieux de prédilection. Et la Bastille aussi. Et il te fait miroiter. Quelle maison? Ben, il ne me dit pas. Il ne te dit pas? Non. Il me fixe un rendez-vous, c'est le cabinet CNL Morgan, qui se trouve du côté des Champs-Élysées. Rendez-vous un soir à 19h, après la fermeture des bureaux. Puis je discute avec une dame qui me dit, écoutez, votre profil m'intéresse, enfin nous intéresse, etc. Je pose la question de la maison quand même. On entendait. Puis j'ai eu 2 ou 3 entretiens de ce type-là, jusqu'à ce qu'elle finisse par me dire, ben écoutez, La Pieuvre Verte, ça vous dit quelque chose? Ah, je dis oui, là maintenant je comprends. C'est le numéro 1 de l'édition en France, c'est Hachette. Hachette Livre. Et ça s'appelle La Pieuvre? Oui, dans le jargon. On appelle La Pieuvre Verte. Qui était en concurrence à l'époque avec en termes de diffusion et distribution, et même en termes de chiffre d'affaires global, par rapport au nombre d'éditeurs possédés par l'un et possédés par l'autre, avec le groupe Interforum. Interforum, Vivendi, c'était pas... Voilà, non, Vivendi n'est pas encore là. Ah, d'accord. Oui, mais c'est un Interforum, c'est Editis, voilà, les presses de la cité. D'accord. Voilà. Mais non, Vivendi viendra plus tard. D'accord.
Oui, parce que, bon, enfin, tu sais comme moi que des bouleversements dans l'édition, ça n'arrête pas. Hein, et ça s'appelle toujours Interforum maintenant? Oui, ça s'appelle toujours Interforum. La plateforme de distribution et de diffusion s'appelle Interforum. Elle est très fragmentée. À l'époque, Interforum était notre concurrent, ils étaient même devant Hachette. Hein. Mais n'empêche que... Alors, comment ça se passe pour dire au revoir d'un côté et rentrer de l'autre? Eh bien, il suffit de prévenir son supérieur hiérarchique direct. Qui tombe des nues? Pas vraiment d'ailleurs. Non, il me dit, bon, ça ne me surprend pas. Et d'une certaine manière, il me dit à ce moment-là, ce que j'apprends donc, il me dit, nous avions songé à supprimer les 2 postes de chef des ventes pour la zone nord et la zone sud. Ah. Et il me dit, d'une certaine manière, par conséquent, je crois que ça nous arrange bien tous les deux. Voilà. Moi, je dis, c'est parfait. Chez qui vas-tu? Je dis ça, tu le sauras quand j'y serai. Voilà, d'accord. M'excuseras, je ne t'en parle pas tout de suite. Voilà. Et donc, j'ai été très rapidement invité à me présenter chez Hachette, avec lequel j'ai rencontré le directeur de la branche littérature, Laurent Perpère, qui était un homme, c'est intéressant d'ailleurs, parce que c'était déjà l'ébauche d'un changement de fonctionnement dans l'embauche et dans les profils des gens qu'on embauchait dans l'édition. Laurent Perpère avait été directeur général d'un journal, d'un quotidien qui s'appelle Le Provençal. Pas grand-chose à voir avec l'édition. Le jour où il quittera l'édition, il deviendra le directeur général du PSG. Oui, d'accord. Voilà. C'était déjà à l'époque où on commençait à embaucher des gens qui ne venaient pas de l'édition. D'accord. Des managers, vraiment. Voilà. C'est pour ça que moi je suis tombé à une bonne époque, parce que j'étais formé sur le tas et j'ai pu gravir les échelons. Et quand je me retrouve dans le bureau de Laurent Perpère, à l'angle du boulevard Saint-Germain et du boulevard Saint-Michel, je me suis bien amusé quand il m'a demandé, vous aimez le livre? Il s'attendait peut-être à ce que je lui dise non. Voilà. Enfin bref. Et donc je suis devenu directeur des ventes à ce moment-là de la branche qu'on appelle la branche de littérature 4. Alors c'est quoi la branche littérature 4? Et c'est quel territoire? Alors ça suppose qu'il y a... Alors le territoire, c'est un territoire éditorial. Le territoire géographique, c'est la France. D'accord. C'est un territoire éditorial parce que littérature 1, c'est la littérature dite Fayard, c'est-à-dire les éditeurs qui appartiennent en propre au groupe Hachette, où on retrouve Fayard, on retrouve Stock, l'un ou l'autre, plus quelques éditeurs qui sont diffusés par Hachette, mais qui ne sont que des éditeurs extérieurs, qui sont sous contrat avec Hachette. Littérature 2, c'est le groupe dénommé Grasset, où il y a Grasset, 2-3 éditeurs, plus des éditeurs tiers. On les appelait toujours des éditeurs tiers, donc des éditeurs diffusés, distribués par Hachette, mais qui n'appartiennent pas donc, à Hachette, ils sont sous contrat. Littérature 3, c'est essentiellement le Routard, avec les éditions du Chêne, éditeur maison également de très beaux livres, plus quelques éditeurs donc satellitaires, des éditeurs tiers diffusés. Et enfin, littérature 4, qui était une nouvelle branche, qui n'avait pas encore été créée, c'est donc moi qui l'ai inaugurée en quelque sorte, c'est pour ça qu'il recrutait, et qui avait pour pôle essentiel Calman Lévy, qui est une grosse maison d'édition, bien évidemment, puisque Calman Lévy, d'abord c'est l'éditeur historique d'Anatole France, de Pierre Loti, rue Aubert, près de l'Opéra, fondé en 1830 et des poussières, enfin c'est un gros morceau, c'est
effectivement, ça vaut bien en termes d'histoire et de notoriété, ça vaut bien Fayard, Grasset, bien évidemment. Et donc, quelques éditeurs, à ce moment-là, qui appartiennent à Hachette, en dehors de Kallmann, qui vient d'être racheté donc, par Hachette, où on trouve les éditions Lattès, les éditions Hachette Littérature, Hachette Pluriel, avec son énorme collection de poches essais, collection plurielle que tu connais, je suppose. Hein, voilà. Et puis des éditeurs tiers, tels Bernard Fixot, qui aujourd'hui est surtout connu comme étant XO Édition, hein, un personnage incroyable, Bernard Fixot. Ramsay, Michel Lafon, et puis, je ne sais pas, je m'en oublie, Zulma, Zulma Édition. Tu as l'étiquette du belge? Ah. Oui, tu es le belge. Je suis le belge, mais... Intégré. Voilà, ils n'embauchent pas nécessairement un belge. Ils sont faits complètement, mais enfin... Pourquoi pas un français? Un belge quand même. Oui, mais ça s'est fait. L'embauche a été d'ailleurs... enfin, je ne connaissais pas les concurrents, bien évidemment, qui étaient présents, mais je crois que la nationalité n'a absolument aucune incidence sur le choix. Je crois pas. C'est... qu'est-ce qu'il a fait avant? Il était chez qui? Bon... Et en plus, je n'étais pas démissionnaire de... Non, ils sont venus me chercher. Donc c'est qu'ils ont vu mon parcours quelque part. Alors, deux questions. Oui. Deux questions. Oui. Quel est le meilleur souvenir et quelle est la grosse tuile? Alors, le meilleur souvenir, ça dépend comment on l'entend. Parce que le meilleur souvenir d'un directeur des ventes, ce n'est pas tant la qualité intrinsèque d'un livre, la qualité ou le goût qu'on a pour tel ou tel auteur, même si on a, bien évidemment, comme tout individu, comme tout lecteur, il y a des gens qu'on aime bien, il y a des gens qu'on aime moins, il y a des auteurs qu'on privilégie, etc. La réussite pour un commercial, c'est une réussite économique. Ça animer l'équipe, quoi. Oui, voilà. Ça, c'est le partage avec les représentants. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. La motivation qu'on doit faire passer. Oui, les discussions, après, Donc c'est l'homme qui coince la porte avec son pied qui revient. Eh bien, il a sur la tête l'épée de Damoclès des éditeurs qui lui tape dessus à n'en plus finir, en lui disant vous m'en ferez 2000, vous m'en ferez 10 000, vous m'en ferez 50 000, etc. Mais je ne sais pas si les représentants... On ne veut pas savoir, et puis il faut aller vendre ça aux représentants. C'est l'homme de terrain qui ressurgit. Ben oui, c'est un excellent fusible aussi. Hein. C'est un peu comme au football, un coach. Donc c'est l'expérience. Voilà. Alors, c'est la qualité du relationnel qu'on arrive à mettre en place avec son équipe. D'ailleurs, moi je ne parlais pas de mes représentants, je parlais de mon équipe. On est en équipe. Bon. Et de temps en temps, ça m'arrivait de leur dire, bah, écoutez mes enfants, vous ne vous rendez pas compte, mais faites au moins un effort. Des fois j'étais menaçant. Si vous ne le faites pas, je le ferai depuis mon bureau, au crayon rouge. D'accord, à ce moment-là. Ça fait peur. Hein. Oui, mais des fois il faut savoir le faire. Manager une équipe, c'est comme l'éducation des gamins, hein, c'est la même chose. À la trique, quoi. Non, pas à la trique. Il faut de temps en temps dire attention. Voilà. Il y a des choses qu'on fait, des choses qu'on ne fait pas. Il y a des objectifs à atteindre. Bah oui. Bon, alors, le meilleur moment dans ce... Ah, bah, alors en termes de je vais parler de produits, entre guillemets. C'est qu'on a fait cartonner quelque chose qu'on ne s'attendait pas. Oui, il y a quelque chose qui a été monstrueux. Oui, j'en garde un souvenir. C'est pas forcément le meilleur souvenir. C'est le coût commercial. Mais c'est le coût commercial qui est assez inouï. C'est les 50 ans du journal L'Équipe. Ah bon, raconte. C'est une histoire de fou. Nous sommes en 1995. Il y a des grèves épouvantables à Paris.
C'est à l'époque où Alain Juppé, je crois, est Premier ministre. Bill Clinton doit venir à Paris rencontrer Jacques Chirac, qui est président de la République. Enfin bref, il y a des grèves partout. Il y a des grèves telles que j'ai dû, alors que j'habitais dans le 12e arrondissement, j'ai dû prendre une chambre d'hôtel à côté, comme beaucoup de mes collègues, à côté d'Hachette. Entre-temps, nous nous étions déplacés, d'ailleurs nous n'étions plus à l'angle du boulevard Saint-Germain et Saint-Michel, mais nous étions au quai de Grenelle, dans le 15e arrondissement, sur ce qu'on appelait la dalle, grand bâtiment, etc. Et ils ne sont plus là d'ailleurs aujourd'hui non plus. Mais à l'époque c'était ça. Donc j'ai pris une chambre là où je suis resté 15 jours. Tout était paralysé dans Paris. Quand Clinton est arrivé, je vois encore les hélicoptères survoler Paris, etc. Eh bien, dans cette période-là, l'équipe, le journal d'équipe, sous la houlette de Kalman Levy, l'éditeur en titre, avait sorti pour son 50e anniversaire un pavé qui faisait 4 à 5 kilos, un gros truc, là, dans un coffret, bon, dont la mise en place avait déjà été assez extraordinaire. La mise en place était de l'ordre de 100 000 exemplaires, c'est pas rien. Il y en avait partout. Il y avait des bouclards de province qui en avaient 50. Quand je dis des bouclards, je veux dire par là, c'est pas péjoratif, c'est des petits libraires qui vendent aussi le dernier Marc Lévy, qui vendent de la laine Fildar, des cigarettes. Non, mais enfin bon, mais il se retrouvait quand même avec 50. Au niveau de la direction, on a dit, mais qu'est-ce que vous avez fait pour... Non, parce que ça a fonctionné immédiatement. Immédiatement. Mais ça a fonctionné à un point tel que des librairies comme la Fnac Forum, qui était quand même un très très gros libraire en termes de chiffre d'affaires, on avait commandé quelque chose comme 300, 400, etc. Bon. Oui, ce qui pour eux c'est tout à fait normal. Et qu'est-ce qui a motivé ça? Il y a eu une campagne de presse orchestrée par l'équipe, par Canal+, qui a été excellente, mais ça ne veut pas dire grand-chose en tant que tel, parce que j'ai connu de remarquables promotions, de donc remarquables le lecteur a joué le jeu. C'est le lecteur qui a été déterminant. Voilà. Parce que les grandes promos, à force d'émissions télévisées, de presse dans les... C'était un collector, c'était quelque chose comme ça? Oui, c'était une sorte de collector. Oui, en quelque donc sorte. vraiment, les gens voulaient retrouver là-dedans des choses qu'ils avaient peut-être perdu de vue, qu'ils n'avaient pas gardées. Mimoun qui avait gagné je ne sais pas quoi, il y a 30 ans, 40 ans, avec des images, des photos, donc, etc. C'est le public qui a... C'était grand comme format? C'était énorme, c'était du niveau de la collection chronique, tu vois le genre, et ça faisait entre 4 et 5 kilos. Il n'y en avait plus à la Fnac Forum, au moment de cette fameuse grève, au mois de décembre, à la veille des fêtes. Et c'était un objet cadeau par excellence. On voyait des gens, on me l'a rapporté, qui sortaient du trou des Halles avec 3 ou 4 exemplaires, et qui repartaient à pied. Il n'y avait plus de métro, il n'y avait plus de bus, ils ne pouvaient même pas prendre la voiture. Avoir l'ouvrage. Leur fallait. C'est quand même extraordinaire. C'était comme phénomène, c'est assez hallucinant. Par ailleurs, c'est en même temps un des pires moments que j'ai connus, parce que mon téléphone, après ça, n'a cessé de sonner pendant des jours et des jours. Je crois que je ne me suis jamais autant fait insulter dans ma vie, par les libraires. Pourquoi? Parce qu'ils en voulaient en réassort. Et ça n'arrivait pas? Non. Et c'était une stratégie de Kalman Levy, qui dit: je ne tirerai à une réimpression que lorsqu'on sera sûr que ça va se vendre. Je me méfie trop de ces engouements du moment. Et donc si on dépasse un niveau de réassort de 100 000 exemplaires, je rééditerai. Mais j'en rééditerai que 50 000. Ça, je l'ai tenu de Jean-Étienne Cohen-Séat lui-même. C'est un chantage. C'est une pratique courante dans l'édition. Non, c'est une pratique courante. Les éditeurs
sont confrontés à ce problème, effectivement, qui est réel. Hein. L'engouement, effectivement, pour un ouvrage qui se vend bien. Et ce qui leur fait peur, c'est toujours, effectivement, de faire le tirage de trop. Ça arrive très souvent, ça. On tire une deuxième fois, on tire une troisième fois, et puis on se dit, ah oui, oui, on va continuer, on tire une quatrième fois, mais on en fait moins, 3000, et puis les 3000, il n'y a rien qui se vend. Et donc, ça modifie complètement le résultat final, le chiffre d'exploitation de l'ouvrage vendu. Et ça, surtout quand ce sont des enjeux aussi importants que celui-là, bon, c'était un bouquin, l'équipe, qui devait faire, je crois, 300 francs à l'époque, donc 50 € hein, dans ces eaux-là. Hein, 50 ou oui, peut-être même un peu plus. Hein. Et la grande claque, c'est quoi? Eh bien, bah, alors, si tu veux, le choc en retour de l'équipe, ma secrétaire, la secrétaire du directeur commercial, moi, la secrétaire du réseau des hypermarchés, nous étions tous en train de nous faire insulter à longueur de journée, parce que c'est scandaleux. Plus jamais je commanderai d'ouvrage de chez Calvin Lévy. Ça, c'est ce qui nous faisait le plus rire. Ça. Mais bon, à la longue, ça devient assez insupportable. Hein. Bon. Alors, le mauvais souvenir, parce que ça, c'est le bon souvenir de quelque chose qui... Le mauvais souvenir, puisque je parlais des promotions qui ne fonctionnent pas. Un jour, Daniel Radford, qui à l'époque est le directeur général des éditions Lattès, me dit on va faire un bouquin avec Henri Salvador. J'ai fait formidable, oui, c'est bien. Surtout qu'il était en plein comeback, il revenait sur scène, etc. Bon. Et je vois Henri Salvador, d'ailleurs, qui était un personnage très drôle. Daniel me présente, mais Henri Salvador tombe à genoux en me disant « Vous êtes l'homme le plus précieux de la Terre », et il part de son grand éclat de rire que tout le monde connaît. Il a eu une promotion extraordinaire, mais vraiment extraordinaire. Il a même été présent sur le plateau de Bouillon de Culture. J'étais avec d'autres personnes, c'était une réussite totale. La vente a été un bide complet. Et dû à quoi? Ça n'a jamais accroché. 2 ans plus tard, il fait un deuxième comeback, mais beaucoup plus grand, beaucoup plus large. Il n'y a pas de bouquin qui sort. Tout le monde en demande. Et tout le monde en demande. Et donc le bouquin que nous avions fait chez Lattès 2 ans plus tôt a pu fonctionner à ce moment-là. Mais, je veux dire, c'est terrible parce que tu te dis, mais qu'est-ce qu'on a manqué? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? La mise en place était excellente. Nous étions... Enfin, tout était réussi. L'éditeur, là, ne pouvait plus trouver de responsable de bouc émissaire, entre guillemets, du fait que ça ne marchait pas. Bon, c'est... Voilà, il y a des choses comme ça qui... C'est quand même, c'est pas une science exacte, hein, malgré tout. Hein, donc, voilà. Non, il y a eu, à côté de ça, il y a eu de très bons moments. Hein, toujours sur le plan commercial, Jamais sans ma fille, ça c'était Betty Mamoudi, ça a été une réussite extraordinaire. Mais alors ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup amusé. C'était chez Fixo, ça? C'était Fixo, oui. Ça m'a beaucoup amusé parce qu'à l'époque, ce qui a fait le succès de Jamais sans ma fille, c'est la meilleure émission de télévision pour vendre le livre, qui était Sacrée Soirée. D'accord. Les éditeurs qui passaient chez Sacrée Soirée vendaient plus de bouquins que les 10 auteurs réunis sur un plateau d'apostrophes. C'est incroyable. Oui, non, mais c'était comme ça. Mais évidemment, bon, c'est pas Modiano qui allait chez Sacrée Soirée. Et Sacrée Soirée a fait vendre donc plusieurs bouquins d'ailleurs de Bernard Fixo, dont Jamais sans ma fille. Et c'était un livre que les libraires achetaient dans la honte. Ils avaient honte d'acheter ce livre. Parce que c'était pas pour eux, et je les comprends, c'était pas pour eux un livre, c'était le témoignage. Oui, le témoignage. Bon, et je me souviens toujours de libraires qui disaient au dernier moment, quand on les quittait avec le représentant, oui, au fait,
vous mettrez quand même un peu de ce Betty Mahmoudi. Oui. Oui, j'ai combien vous en voulez alors quoi? Vous en voulez une cinquantaine? 200. voilà. 200. Et voilà, c'est comme ça que ça démarre. Mais ça fait un carton extraordinaire. Non, par contre, là où j'ai eu le plus de plaisir, c'est les rencontres, évidemment. Voilà. Ça, c'est le plus intéressant. Les rencontres avec un certain nombre d'auteurs qui étaient tout à là, fait passionnants. tu apportes quelque chose un petit peu. Il y a la jalousie entre auteurs. Parce qu'encore une fois, pourquoi lui, pourquoi pas moi? Ça doit s'organiser. Oui et non, enfin pas dans le cadre. Ça existe, hein? Oui, mais pas dans le cadre. Parce que dans une maison d'édition, tu ne sais pas tous les présenter. Non, mais enfin, non, bien sûr. Mais comment va-t-on, je vais dire, expliquer ça à celui qui n'a pas été retenu pour la campagne qui se présente, qui se prépare? D'abord parce que il ignore que machin a été retenu et pas lui. Oui. Ça, il ne le sait pas forcément. Deuxièmement, si c'est un premier auteur pour la maison d'édition, c'est vraiment pas très important, il est déjà très heureux, j'ai envie de dire, d'être édité. Et si c'est un auteur habitué, il ne s'inquiète pas. Oui, ça ne s'inquiète pas. Il dit, bon, cette année, ils avaient besoin de présenter quelqu'un d'autre que moi, à la limite, c'est pas grave. Mais ça doit se gérer aussi, ça. Ça se gère, oui, ça c'est évident, oui, c'est le choix que Parce que s'il a marché, si on le montre, c'est parce qu'on l'a montré. Alors, ça fait aussi partie du choix réservé des attachés de presse. D'accord. Oui, parce que c'est, j'allais dire c'est elle, parce qu'il y a beaucoup de femmes dans les attachés de presse, plus que d'hommes. Ça a peut-être changé depuis, hein. Il y a peut-être des quotas. Non, mais je pense qu'il y a beaucoup plus de dames. De mon temps, il y avait plus de dames que d'hommes. Et bon, c'est quoi un attaché de presse? C'est avant tout un carnet d'adresses. C'est la chose la plus importante. Et un carnet d'adresses de communicants, de journalistes, de chroniqueurs, et de restaurants aussi. Parce qu'il faut aller dans les bons restaurants de référence. Mais c'est très important, les attachés de presse. Et ce sont des gens qui ont une influence non négligeable. Et c'est souvent eux qui poussent, qui disent « j'aimerais bien pour la présentation de mon auteur, pour ce dont je vais me faire la porte-parole, qu'elle soit faite auprès des représentants. » Et en revanche, un tel que je... Parce qu'un attaché de presse dans une maison d'édition ne manage pas qu'un auteur, il y en a plusieurs. Hein. Celui qui s'occupe de l'édition des sciences humaines, tout ce qui sort en sciences humaines dans l'année, c'est pour elle, etc. Elle dira, je laisse tomber pour un tel, c'est pas grave, mais un tel, je tiens à ce que les représentants le rencontrent. Voilà, parce que d'abord, il sait vendre. Parce que c'est important, ça. Il y a des auteurs qui ne savent pas se vendre. Absolument. Et c'est embêtant. L'importance de l'attaché de presse. Oui, bien sûr. Il faut mieux, je vais être un peu dur, mais il vaut mieux un mauvais livre bien vendu tout à fait. qu'un très bon livre mal vendu. Ça peut paraître paradoxal, mais l'impression faite sur les représentants est très importante, bien évidemment. C'est eux qui vont aller revéhiculer cette parole. Donc il faut que ça soit bien fait. Donc l'importance de l'attaché de presse. D'où l'importance d'un attaché de presse. Il n'y a rien de négligeable dans une maison d'édition. Il n'y a pas le moindre rouage quand on sait quel est le compte d'exploitation d'une maison d'édition, quand on sait que tout est millimétré, que ça coûte très cher d'être éditeur, que c'est un métier extrêmement périlleux, quand on sait tous les tenants, les aboutissants, les paramètres à gérer, il n'y a pas le moindre petit écrou, petit rayon, petit engrenage de trop, superflu. Non. Toute personne qui travaille dans une maison d'édition est extrêmement importante. Ça, il faut le savoir. Ça. Je parle évidemment de maisons d'édition comme Calman Levy qui emploie beaucoup de monde. Il faut savoir qu'une maison comme Calman Levy sort environ une centaine de titres dans l'année.
Il y a des collections comme la Petite Bibliothèque Européenne. J'en parle parce que c'est une amie, Marensel, qui est une éditrice allemande, qui dirige cette collection, qui dirigeait cette collection PBE, Petite Bibliothèque Européenne, avait autour d'elle un certain nombre, d'abord un éditeur junior, et un certain nombre de petites mains, si je veux dire, mais qui sont, c'est pas péjoratif, petites mains, c'est vraiment, c'est des petites mains dans l'édition, c'est comme des petites mains chez Chanel. Hein. Alors, bon, dans le monde que tu as fréquenté, comment vois-tu le numérique? Parce qu'il arrive le numérique à ce moment-là. Oui, il arrive à ce moment-là. Alors, il génère à ce moment-là, il génère beaucoup d'inquiétudes et beaucoup de fantasmes. Mais à l'arrivée, maintenant que le temps a passé, on se rend compte que le numérique est un marché stable, si j'ose dire, mais stable à son niveau. D'accord. Et ça représente quoi aujourd'hui par rapport au marché mondial de l'édition? De l'ordre de 3 ou 4, 5%, je sais pas, enfin j'ai plus les chiffres. Mais enfin c'est peanuts, quoi, ça n'a pas explosé. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a une chose qui est indéfectible dans l'édition au sens large du terme. Hein, c'est l'amour du livre, d'abord, de toutes les composantes de l'édition. L'édition, moi je dis toujours, c'est une équation à 5 inconnus. Il y a l'auteur, il y a l'éditeur, il y a le diffuseur-distributeur, il y a le libraire et il y a le lecteur. Et le lecteur, aujourd'hui, qui est quand même le dernier maillon de la chaîne, hein, dans la diffusion, dans la commercialisation, on appelle ça le client final. Le client final. Bah oui. C'est quand même quelqu'un qui est très attaché, il n'y a rien à faire, ça ne changera pas, je crois, qui est très attaché à ce besoin qu'on a de toucher le livre, de le humer, de le respirer. C'est un peu comme la réflexion dans le souper de la pièce de Bresville, le souper avec Claude Rich et Brasseur, où il lui dit mais prenons un cognac. Et Claude Rich, qui fait Talleyrand, je crois, lui dit non, posez votre cognac. Je vais vous expliquer en Périgord comment on boit le cognac. On le prend, on le respire, on y pense, on y réfléchit, on le pose et on en parle. Voilà. Eh bien, le livre, c'est un peu comme le cognac de Talleyrand. Eh bien, Christian, je pense qu'on va terminer sur ce beau mot, parce qu'on a fait exploser... Les compteurs. Les compteurs. Oui, pourtant on n'a rien dit, on n'a pas parlé. On n'a encore rien dit, je pense qu'on devra préparer une deuxième et une troisième. Il faudra qu'un jour on parle d'édition. Voilà, je pense aussi. Je te remercie d'être venu. C'est moi qui te remercie.